Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Sport. Dans cette vidéo, on va parler de la Garmin Epix Gen 2. Merci à la boutique Run Attitude qui m'ont gentiment prêté cette montre pendant 2 semaines afin que je puisse la tester le plus possible. Je vais donc vous donner mon verdict sur l'aspect cardio, l'aspect GPS, l'aspect autonomie et vous parler de quelques fonctionnalités parce que si je les cite tous, on en a pour à peu près 40 minutes de vidéo. Donc je vous laisserai aller sur le site Garmin pour voir toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Moi je vais juste vous parler de celles que j'utilise le plus. J'ai oublié, mais on va également parler de l'écran parce qu'ici on est sur un écran OLED qui n'est pas encore totalement répandu sur la majorité des montres de sport, bien que ça arrive de plus en plus. Que ça soit Garmin, Suunto, Polar, ils y sont tous mis, il manque juste Coros et je pense que ça va pas tarder à arriver. J'ai oublié de préciser, mais si la vidéo obtient 10 likes, eh bien il y aura une réduction de 10% sur cette montre qui est à vendre chez Run Attitude, montre qui est proposée à 1000 €. Donc voilà, si jamais vous voulez une petite réduction de 10%, bah vous savez quoi faire. Alors rapidement au niveau des caractéristiques, on a un écran de 1,3 pouces, c'est la taille 47 mm au niveau des montres Garmin. On est sur du saphir et on a une lunette en titane. Pareil, à l'arrière, c'est en titane. On a également au niveau de l'écran un écran tactile ainsi que la présence de 5 boutons, 3 à gauche et 2 à droite. Le système Quick Fit de chez Garmin qui permet de remplacer très rapidement les bracelets avec une largeur de 22 mm. On a le GPS multiband et multi-GNSS. On a le cardio optique de 4e génération. La 5e génération est sortie avec les versions pro des Epix et Phoenix 7. Et niveau autonomie, elle a annoncé à 15 jours sans l'Always On, 6 jours avec l'Always On. Alors pour ce qui est des séances sportives, j'ai repris un tableau parce que j'ai plus tout en tête, il y a trop de données, mais sachez que j'ai fait tous les tests en Always On. Donc sur du GNSS multiband, on est à 15 heures annoncé. 25 heures pour le GPS simple en multi-GNSS et enfin 30 heures avec le GPS seul. Personnellement, je l'ai testé que avec le mode Salt IQ qui va choisir entre un GPS multiband et un GPS multi-GNSS simple bande qui permet d'avoir un compromis entre le multi-GNSS et le multiband. Au niveau des fonctionnalités, je vais vous parler de celles que j'utilise tout d'abord au quotidien. Dans un premier temps, j'utilise beaucoup le statut d'entraînement. Ça va vous permettre d'avoir tout simplement votre charge d'entraînement avec un chiffre, votre répartition suivant vos charges d'entraînement, à savoir est-ce que oui ou non vous êtes par exemple trop en entraînement basse intensité, si vous faites trop de haute intensité, etc. Votre statut VFC, qui veut dire votre variabilité de fréquence cardiaque qui sera surtout mesurée la nuit, et le temps de récupération avant votre prochaine séance, du moins votre prochaine séance à haute intensité. Ce qui vient avec lui, c'est également la préparation à l'entraînement qui vous indique si oui ou non vous êtes prêt à faire un entraînement et si oui, quel niveau d'intensité. Est-ce que vous pouvez faire une séance à basse intensité ou vous pouvez carrément aller sur une séance à haute intensité. Via les mises à jour, nous avons maintenant le score d'endurance qui vous permet d'indiquer si oui ou non vous êtes bien entraîné, ce qui peut vous donner un petit indicateur sur ce que vous êtes capable de faire ou non. Il y a également le suivi cardiaque de journée et de nuit. Je l'utilise beaucoup ce suivi parce que ça me permet de voir est-ce que oui ou non je suis fatigué et ça permet d'avoir un complément par rapport aux autres indicateurs. Et enfin, ce que j'utilise énormément et ce pourquoi je reviens toujours chez Garmin ou du moins je reste chez Garmin, c'est tout simplement les suggestions quotidiennes d'entraînement. Faut savoir que moi je n'ai pas de coach donc j'ai su entraîner toujours des jeunes de club, mais moi j'ai jamais su m'entraîner, c'est un vrai calvaire. Et avec Garmin, ça me permet d'avoir des petites aides, des petites idées pour savoir quoi faire. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ça, on a le calendrier. Donc le calendrier, ça vous permet tout simplement d'enregistrer vos prochaines courses, tout simplement, ou vos prochains événements, permettre de définir ce qui est un événement principal ou un événement secondaire, et les suggestions d'entraînement vont tout simplement se calibrer sur la date à laquelle vous avez votre événement principal. De base, Garmin va vous proposer tout simplement un programme qui vous permet de rester en forme constamment, mais sans avoir de pic particulier. Lorsque vous enregistrez un événement et qu'il s'agit de votre événement principal, donc par exemple moi j'ai enregistré dans le calendrier le championnat de France marathon qui se déroulera le 14 avril, eh bien Garmin va ajuster les entraînements pour vous permettre d'avoir plusieurs phases d'entraînement et d'arriver en pleine forme
le jour J. Et quand on n'a pas de coach, bah, je vous avoue que ça aide toujours, surtout pour se motiver. Et enfin, les fonctionnalités que j'utilise lors des séances d'entraînement, évidemment, il y a les classiques, fréquence cardiaque, la distance, la vitesse moyenne, le temps passé. Il y a également la stamina, qui est tout simplement votre niveau d'endurance restante sur une séance d'entraînement ou lors d'une course. Moi, personnellement, je l'utilise pas mal, je le surveille souvent pour voir comment ça évolue, et parfois ça peut aider, surtout lorsqu'on fait des séances à haute intensité ou des courses par exemple. Bien entendu, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour que ça soit parfaitement calibré et qu'il n'y ait pas de fausses erreurs ou du moins des erreurs grossières sur l'annonce de l'endurance restante. Il y a également la cartographie qui me permet de repérer lorsque je fais des nouveaux parcours que j'ai enregistrés sur la montre, et lorsque j'ai un doute sur quelle rue prendre, eh bien la cartographie ça aide énormément. Ça me permet de l'utiliser aussi lorsque je cours dans des endroits que je ne connais absolument pas et de me repérer au niveau des villes, au niveau des chemins à prendre. Ça m'est beaucoup utile pour me repérer. Et enfin, ce que j'utilise également, c'est les montées, du moins l'affichage qui permettent de se repérer lors des montées. Ce que j'ai utilisé par exemple dernièrement au semi-marathon de Dijon, lorsqu'il y avait une grosse côte. Je la connaissais pas, elle a été répertoriée lorsque j'ai créé tout simplement le parcours, et j'ai pu voir en temps réel où est-ce que je me situais sur la côte, où est-ce que j'en étais et est-ce que j'étais proche de la fin, ce qui a permis de gérer au mieux mon effort pour éviter de perdre trop de temps. C'est une fonctionnalité personnellement que j'adore et que j'utilise de plus en plus souvent, m'étant mis au vélo et faisant de plus en plus de vélo, et également parce que je vais faire de plus en plus de marathons. En roller, bien entendu, à pied, je suis une vraie bille. Vient avec ça également la capacité de personnalisation de tous les écrans de données qu'il est possible de faire. Franchement, c'est hyper complet. On peut vraiment tout faire avec. Alors, maintenant, je vais vous parler de cet écran AMOLED de 1,3 pouces que je trouve vraiment excellent. Les couleurs sont magnifiques. L'écran, d'ailleurs, qui est tactile, répond extrêmement bien au doigt. Ça, c'est vraiment très agréable. Comparé à un écran translectif, bon, bah, c'est le jour et la nuit. Et l'écran translectif, malgré qu'il soit en 1,4 pouces ici, eh bien, le fait d'avoir un écran OLED en tout simplement 1,3 pouces la rend quasiment aussi lisible, voire aussi lisible que cet écran translectif en 1,4 pouces. En faible condition de luminosité, bon, il n'y a pas débat, hein. Là c'est clairement la meilleure sans aucun problème. Lorsqu'on est en plein soleil, eh bien celle-ci se débrouille extrêmement bien, elle est parfaitement lisible. Bon, elle le sera toujours un petit peu moins qu'un écran translectif, mais c'est vraiment lorsqu'on est en plein jour, en plein soleil, en plein cagnard, lorsque on a une petite baisse de luminosité, celle-ci prend le dessus largement. En plus de ça, faut savoir que j'avais testé la 965. Il y avait le mode Always On, et en fait le mode Always On, c'est plus ou moins Always On. À savoir que si on le désactive, en fait l'écran devient totalement noir lorsqu'on n'utilise plus la montre. Donc ça se réactive lorsqu'on fait un mouvement de poignet ou lorsqu'on appuie sur un bouton. Et sur le mode Always On, sur la 965, en fait l'écran ne reste pas totalement allumé. La luminosité s'affaiblit un petit peu pour garder un maximum de batterie. Et lors d'une séance sportive, en fait, on perdait pas mal d'infos sur les écrans de données. Et je trouve ça extrêmement dérangeant. Surtout en roller, lorsqu'on est penché, la montre capte très mal les mouvements de poignet et du coup, elle ne réactive pas forcément l'écran. Moi, ça me gênait vraiment beaucoup. Ici, sur cette Epix Gen 2, alors est-ce que c'est d'une mise à jour ou est-ce que c'est dû tout simplement au modèle? Eh bien, ici, on ne perd pas de données lorsque l'écran devient moins lumineux. Donc, on a exactement le même écran lorsque celui-ci est parfaitement éclairé et lorsqu'il est moins éclairé, ce qui fait que même lorsque je faisais du roller, si le mouvement de poignet n'était pas détecté, eh bien ça restait parfaitement lisible lorsqu'on était en faible luminosité. Par contre, en plein jour, c'est forcément un petit peu moins visible, mais j'ai jamais été dérangé pour lire les informations, j'ai jamais été obligé de coller mes yeux à l'écran pour voir, donc c'est un excellent point, un point que j'aurais aimé avoir sur la 965, qui m'aurait évité de changer de montre. Donc l'écran, c'est un excellent point sur cette Epix Gen 2. Je vais maintenant vous parler d'autonomie et ce que j'ai mesuré lorsque j'ai fait mes séances de sport. Alors, ce que j'ai pu mesurer, hein, parce que avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est une catastrophe. Mais grosso modo, sur des séances d'1 heure avec GPS en Salt IQ et écran Always On, je perdais environ 5% de batterie. Et sur une séance de 4 heures que j'ai fait à vélo, j'ai perdu environ 20%. Ce qui fait que si on fait un petit produit en croix, hein, eh bien on se retrouve avec une autonomie d'à peu près
une vingtaine d'heures sur le mode Always On avec le Salt IQ, qui est un juste milieu entre les 15 heures annoncées en mode Always On multi-band et le mode Always On en multi-GNSS simple bande. Ce qui fait que si on désactive le mode Always On, on peut gagner entre 5 et 10 heures d'autonomie suivant les modes, donc il y a vraiment de quoi faire. Ce qui fait que sur ces 15 jours, j'ai dû la recharger 2 fois et en général, elle tenait entre 4 et 5 jours suivant le nombre de séances avec GPS que je faisais, ce qui en fait une montre qui se recharge à peu près, on va dire, tous les 4-5 jours. Ça va, c'est pas non plus une montre qu'il faut recharger tous les jours ou tous les 2 jours comparé à une Apple Watch Ultra par exemple. C'est toujours plus appréciable, même si si on désactive l'Always On, on tient, je pense, au moins une bonne dizaine de jours, donc facilement une semaine, et la recharger toutes les semaines, ça va. C'est toujours très confortable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'ordinateur pour analyser dans un premier temps tout simplement la précision GPS et dans un second temps la précision du cardio optique. Nous voici donc maintenant sur Garmin Connect et on va parler de la précision GPS. Alors j'ai un parcours à pied de référence que ma montre actuelle, la Fenix 7X Pro, je mesure à peu près à 10,83 km. Vous voyez 10,85, 10,83, 10,83, 10,83, 10,81, 10,83, 10,83, donc celle-ci c'est tout simplement la Epix Gen 2 qui l'a mesuré directement à 10,83. J'avais également enregistré en parallèle avec la Fenix 7X Pro qui avait tout simplement enregistré 10,83, donc exactement le même chiffre, aucun écart là-dessus, donc c'est tout simplement excellent. On peut voir un petit peu le tracé qui est vraiment précis, donc là on voit clairement que je suis passé de ce côté-là, ce qui est le cas, et sur le retour je suis passé de l'autre côté de la rue, et ça se voit parfaitement bien. On voit ici que je suis pas passé au même endroit, donc là c'est également excellent en termes de précision, donc voilà, il y a parfois quelques petits endroits, donc là je suis bien passé au même endroit ici, mais parfois ça peut un tout petit peu zigzaguer, mais encore faut vraiment chipoter, faut vraiment trouver les endroits, mais clairement c'est excellent en termes de précision, il n'y a pas grand chose à dire. Là à chaque fois qu'il y a un écart, c'est tout simplement parce que je prenais un passage piéton qui était un petit peu sur le côté, donc là aussi ça retransmet très bien le parcours, donc aucun problème là-dessus. Pour ce qui est des parcours un petit peu atypiques, je pense notamment, étant donné que je fais du roller de vitesse, les circuits routiers ou les pistes, et là aussi c'est tout simplement excellent. Si on regarde ici à Château-Gontier, donc qui est sur mon circuit routier, eh bien on a un excellent tracé. On voit clairement la chicane qui est prise ici. Bon, voilà, on voit clairement la forme du circuit. C'est excellent, même si je trouve que, alors je sais pas pourquoi, je crois que normalement c'est la même génération, mais c'est peut-être pas le cas, mais sur la Fenix 7X Pro, on voit encore mieux, je trouve, le circuit. Là par exemple c'est enregistré avec la Fenix 7X Pro et c'est dans le même mode, c'est vraiment avec le Salt IQ. Donc là, on a tout simplement une courbe un petit peu plus prononcée. Est-ce que dans le mode Salt IQ, le Fenix 7X Pro a privilégié la double fréquence plutôt que la simple? Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais lorsqu'on regarde la distance autour, le circuit fait 333 mètres, je voyais 0,33 km d'effectué sur la grande majorité des tours. Donc ça reste quand même une mesure extrêmement précise. Pareil sur des sorties de vélo, donc j'en ai fait 2 et je l'ai comparé à la Garmin Edge 1040 et c'est très simple, sur la sortie de 107 km, ici on avait un écart de 50 mètres, le Garmin Edge 1040 avait mesuré 107,65 km, ici l'Epix Gen 2, elle est bien ici, a mesuré 107,70 km, donc voilà 50 mètres d'écart. Et sur une seconde sortie de vélo, ici la Garmin Epix Gen 2 a mesuré 57,64 km et la Garmin Edge 1040 a mesuré 57,62 km. Donc un écart de 20 mètres seulement. Donc autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune différence, surtout sur des distances aussi longues. Donc la précision de la Garmin Epix Gen 2 est tout simplement excellente en mode Salt IQ. Encore une fois, tout a été fait en mode Salt IQ. Donc en théorie, on peut avoir une précision encore meilleure si on met la double fréquence, mais bon, est-ce que ça va être vraiment meilleur ou alors c'est vraiment dans l'ordre du détail? Là, ce sera à voir, mais on peut voir que bon, ça suit extrêmement bien la route. Même dans les virages qui sont serrés, ça va encore, même si parfois ça nous fait des petits bouts de ligne droite comme ça, là, en plein virage. Mais sinon, sur des lignes droites, il n'y aura absolument aucun problème. Si on regarde dans d'autres virages, j'en ai un qui est ici, normalement. Voilà, là, on regarde le virage.
Bon, il est parfaitement suivi. Là, pareil, la chicane, elle est très bien suivie. Même là, si on voit que ça coupe un petit peu, bon, là, c'est moi. Hein. Clairement, quand j'ai de la visibilité ici, donc quand je vois qu'il n'y a personne, je coupe un petit peu le virage. C'est pas bien, mais bon, voilà. Ça suit très bien le virage. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Par exemple, ici, le rond-point qui est pris du bon côté. Là, il se perd un petit peu sous le pont, mais voilà, c'est pas grand-chose. Bref, je vais pas continuer plus longtemps. Le GPS, c'est vraiment excellent. Pour ce qui est de la précision cardiaque, alors là, il y a plusieurs choses à savoir. Pour une séance de foncier à basse intensité, la montre est excellente. Sur la course à pied que j'avais faite, alors qui se trouve ici, voilà, j'avais enregistré avec les deux montres. Alors, j'ai pas enregistré les deux séances parce que j'ai pas voulu complètement dérégler les données de Garmin Connect. Donc je suis désolé, j'avais pas d'autre montre d'une autre marque pour pouvoir tester ça. Et après coup, j'y pense, mais j'aurais peut-être pu faire Extrava. Faudrait que j'y réfléchisse la prochaine fois. Mais sur cette séance, au niveau de la fréquence cardiaque, on avait une moyenne de 141 battements par minute qui était exactement la même enregistrée par le cardio optique de la Fenix 7X Pro. On était sur le même battement par minute sur le 85% du temps. Sur à peu près 14% du temps, on avait un écart de 1 battement par minute, et c'est juste à un moment où on a eu un écart de 3 battements par minute lorsque j'ai monté une côte un petit peu rapidement. Là, mon rythme cardiaque s'est un petit peu emballé, et le cardio optique de la Fenix 7X Pro avait l'air d'être un petit peu plus réactif que celle de l'Epix Gen 2. Bon, c'était de quelques secondes d'écart, pas de grosse différence. On avait également le même maximum enregistré. Donc là, c'était plutôt excellent. Et sur des séances, pareil sur le vélo, hein, sur des séances longues, c'est vraiment très bien réalisé. J'ai comparé à la ceinture. Et alors là, c'est ma séance de foncier en roller. Mais voilà, on est sur quelque chose de très cohérent hein, par rapport à ma fréquence cardiaque en général. Je vois tout simplement le moment où je passais mes relais, qui sont les phases où c'est un petit peu plus élevé. Donc ici, 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 c'est là où j'ai passé des relais. Là, c'est les moments où j'étais tout simplement dans les roues. Donc des phases où je suis moins élevé cardiaquement, elles se voient très bien. Et sur des séances de vélo, malgré les vibrations, c'était excellent aussi. Si je reprends ma séance voilà, de 107 km par exemple, eh bien je vois tout simplement une fréquence qui monte et descend très régulièrement. En fait, je suis dans un endroit qui est plutôt vallonné. Hein. Donc lorsqu'il y a des côtes, mon rythme cardiaque augmente énormément. Et lorsqu'il y a des descentes, il descend extrêmement bas. Hein. Vous voyez, je descends quasiment en dessous des 100. Donc là, on est sur quelque chose d'excellent aussi. Et j'avais une moyenne d'enregistré de 141 battements par minute avec le cardio optique. C'était 142 à la ceinture. Donc on a une différence de 1 battement par minute. Donc ça, c'est excellent. Lorsque je regardais entre la montre et mon Edge 1040, eh bien on était sur des écarts entre 0 et 2 battements par minute en général. Et c'est là où on voit tout simplement la différence entre une ceinture et un cardio optique, c'est que lorsque j'étais dans une montée, ou lorsque je passais en danseuse, eh bien on voit que le cardio optique est moins réactif que la ceinture. Alors ça finit par coller à ce qu'indique la ceinture, mais lorsqu'on monte en termes de rythme cardiaque ou lorsqu'on descend, et de façon très rapide, surtout quand c'est très très rapide, eh bien, il y a un petit temps de latence avec le cardio optique qui se voit. Surtout lorsqu'on connaît son rythme cardiaque, lorsqu'on sent que ça monte et que le cardio ne suit pas, eh bien, ça se voit. Hein. Pareil, sur la sortie de 60 bornes, c'est à peu près la même chose. Hein. Là, sur ce circuit-là, j'ai un petit peu moins de montée et de descente. Donc, il y a moins de variations. Mais voilà, clairement, j'avais une sortie un petit peu moins rapide ici. J'ai une moyenne de 134 battements par minute donc au cardio optique. Sur la ceinture cardiaque, c'était indiqué 135 battements par minute. Encore une fois, un écart de 1 battement, mais on est sur quasiment la même chose. Donc, sur des sorties fonciers, c'est excellent. Sur des séances de fractionnés, donc assez longues, donc du 3 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes, du 8 minutes, 8 minutes, ou même sur du minute, ça peut le faire. Ça, on peut se passer d'une ceinture lorsqu'on l'oublie, par exemple. Il n'y aura pas de problème. Par contre, sur des séances où le cardio augmente et descend vraiment très rapidement, c'est-à-dire sur des espaces de quelques secondes, eh bien là, le cardio optique se perd pas mal. J'ai des séances que j'ai enregistrées en double, normalement. Voilà, par exemple, j'ai ces deux séances-là, donc on va ouvrir les deux, et j'ai ces deux séances-là également. Et j'ai une autre séance, alors j'ai pas comparé avec la ceinture, mais qui va être intéressante d'analyser.
Donc, ici, c'est avec la Fenix 7X Pro. Donc, on peut voir qu'on a une moyenne de 126. Et si on regarde le maximum, il a été mesuré à 178. On voit donc qu'il y a quelques petits pics ici. Alors, je sais plus trop ce que j'ai fait. Il me semble que c'était une séance de plio. Et lorsqu'on compare avec la Fenix Epix Gen 2, alors, on a une moyenne de 127, ce qui est plutôt pas mal. On a un maximum de 178. Donc, ce qui correspond à la ceinture. Donc, sur cette séance, on voit que les courbes sont vraiment très similaires. Là, le cardio optique a fait parfaitement le job. Donc ici, j'aurais pas grand chose à dire. Là, clairement, on peut se passer d'une ceinture. Hein. Par contre, pour la seconde séance de cardio, eh bien, on a la même moyenne, donc 122 battements par minute. Par contre, sur le maximum, on a un battement d'écart par minute. Donc, c'est excellent là également. Mais lorsqu'on regarde un petit peu les courbes, eh bien, on voit quelques différences. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un pic qui n'a pas du tout été pris ici. Alors que là, on voit un petit pic ici. Pareil, si on regarde également sur les 3 pics ici, eh bien, on voit que au début, le cardio optique a un petit peu de mal à accrocher et d'un coup, paf, il reprend le cardio. Vous voyez ici, par exemple. Alors, je vais augmenter, hein, mais là, on voit que il commence à monter, il commence à stagner et d'un coup, paf, il reprend la bonne fréquence. Là, pareil, il commence à monter, il se perd, donc il redescend même et d'un coup, paf, il reprend la bonne fréquence cardiaque. Donc, parfois, ça peut avoir du mal. Hein. Pareil, ici, on a une zone qui est un petit peu loupée. Hein. On a une descente ici qui n'aura pas dû tout simplement être présent parce que sur le cardio, sur la ceinture cardiaque, pardon. J'espère que je me suis pas trop trompé pendant que je parlais. Eh bien, ça n'y est pas et on a un pic assez net. Alors que sur le cardio optique, eh bien, bon, c'est un petit peu plus dentelé, quoi. C'est un petit peu plus archaïque, on va dire. Si on regarde sur la courbe en général, ça va, mais bon. On voit par exemple ici, il y a un petit pic. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'est pas du tout présent ici. Hein. Donc, et je pense que ça fait que sur le training effect, eh bien, on a un training effect différent. Ici, il nous a enregistré une séance de sprint, alors que avec la Fenix 7X Pro, avec la ceinture, eh bien, il nous enregistre une séance basique. On a un 2,4 en effet anaérobique, alors qu'avec la cardio optique, on a un 3,3, ce qui change quand même pas mal. Hein, c'est un point de différence. Donc ici, au lieu d'avoir un maintien, on a un impact. Donc ça peut changer tout simplement vos données en termes de charge d'entraînement, en termes de répartition des charges d'entraînement. Donc là, pour le coup, il faudra mieux privilégier par exemple la ceinture pour être sûr des données que l'on va avoir. Ici, on a fait une séance de sprint. Donc j'ai utilisé le cardio optique de la Epix Gen 2. Et bon, c'est un petit peu loupé. Grosso modo, on a fait une séance avec 5 sprints. C'était en indoor. On a fait une séance avec 5 sprints sur des demi-tours à départ arrêté. Et ensuite, on a fait 5 tours départ arrêté. Et clairement, là, sur le cardio optique, c'est compliqué de voir les 5 sprints. C'est pas très bien réalisé ici. Et en plus, on voit que la montre, elle est complètement perdue. Si on regarde celui de la fréquence, on est à 104 et d'un coup, boum, au bout d'une seconde, il passe à 551. Je sais que mon cœur peut monter très rapidement et descendre très rapidement, mais là, bon, c'est beaucoup trop rapide. Hein. Vous voyez, en l'espace de, si on regarde, donc 14, voilà, en 4 secondes, il est monté à 151. Et là, pareil, hein, sur la redescente, bam, il passe de 146 à 117, puis 96 en l'espace de quelques secondes, en l'espace de moins de 10 secondes, ce qui est extrêmement rapide quand même hein, en termes de récupération. Ça me déplairait pas hein, personnellement, mais non, là clairement c'est le cardio optique qui a du mal. Pareil ici, hein, d'un coup, là, paf, on passe directement de 100 battements par minute hein, à 146, donc on prend 50, quasiment 50 d'un coup. Pareil hein, ici, là, paf, ça monte d'un coup. Pareil ici, tac, ça monte d'un coup. Donc pareil ici, c'est encore pire, hein, 92. Bim, 154 en l'espace de 4 secondes. Donc voilà, là pareil sur une séance de sprint, ça reste compliqué d'utiliser le cardio optique. Il faudra privilégier la montre. Néanmoins, sur le training effect, eh ben, il a raison. C'était effectivement une séance de sprint. Donc, pour le coup, là, c'est pas mal. Bon, je vais terminer rapidement par le design. Bon, c'est les goûts, les couleurs. Hein, donc là, c'est à vous de voir. Mais moi, je trouve toujours les designs des Fenix vraiment très sympas. Ça fait une montre qui fait robuste, qui fait outdoor, qui fait baroudeur. Et bon, bah, faut aimer les grosses montres. Mais personnellement, moi, j'adore. Alors, mon avis maintenant sur cette Garmin Epix Gen 2, eh ben, c'est tout simplement une montre qui est excellente, bourrée de fonctionnalités. Il faut vraiment en avoir l'utilité par contre
avec un super écran OLED qui est juste magnifique, très réactif au niveau du tactile. Si jamais vous n'aimez pas le tactile, eh bien vous pouvez rapidement désactiver celui-ci avec 2 boutons. On a une excellente précision au niveau du GPS. Elle fait partie tout simplement des meilleures dans ce domaine. Au niveau du cardio optique, on est sur quelque chose d'excellent, même si sur certaines séances, va falloir privilégier la ceinture cardiaque plutôt que le capteur. Mais on peut de plus en plus se passer de celle-ci, donc c'est de mieux en mieux. Il faudrait que je fasse des tests poussés sur la Gen 5 pour voir si vraiment il y a un gain ou pas. Au niveau des fonctionnalités, vous devriez normalement avoir tout ce qu'il vous faut. Si vous manque quelque chose, franchement, je ne sais pas ce que ça peut être. Si vous voulez une taille plus grosse ou plus petite, va falloir vous diriger vers les versions Pro, où il y a un modèle 51 mm, donc avec un écran de 1,4 pouces, et un modèle de 42 mm avec un écran de 1,2 pouces. Le problème pour moi, le plus gros problème en fait pour cette montre, c'est son prix. On est quand même sur 1000 € et bah ça rentre en concurrence directe avec la Garmin Forerunner 965 qui a quasiment, voire toutes les fonctionnalités de celle-ci. Les seules choses qui vont changer en fait c'est au niveau du design et au niveau de la robustesse du boîtier. Et donc est-ce que voilà, ça vaut effectivement la différence de prix avec la 965? Ben, je ne sais pas. Pour le coup, ça reste quand même quelque chose de très compliqué, hein. Ce sera à vous de faire votre choix sur ce que vous voulez en termes de design, je pense, en termes de robustesse, parce que je crois qu'en termes d'autonomie, on est sur à peu près la même chose. Donc c'est vraiment ces deux seuls critères qui vont vous faire choisir entre une 965 et une Epix Gen 2. Ça tombe bien, la 965 est également disponible chez Run Attitude, donc voilà, si vous êtes intéressé, ils ont également ce modèle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser également en commentaire. N'hésitez pas à me suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube, en me suivant sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein. Je vous rappelle, s'il y a 10 pouces bleus, eh bien une réduction de 10% s'appliquera sur cette montre. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille cambrioler un carrefour parce que j'ai faim là.